C'est une bonne raison. Bon, Madame la Présidente, mes chers collègues, merci de nous donner la parole sur un sujet qu'on connaît un tout petit peu avec Jérôme, puisque ce sera notre 6e rapport annuel que nous vous présentons, mais nous avons le renfort, cette fois-ci, d'un jeune et élégant bipède, en la présence d'Arnaud Leroy, qui vient nous renforcer, et il ne sera pas de trop, parce que finalement, l'année prochaine, vous le savez, on aura un enjeu important, puisque ce sera évidemment la présidence française avec Paris 2015. On s'est réparti un tout petit peu la tâche. Moi, je vais simplement vous remettre en perspective le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi il nous faut un accord international à Paris en 2015, et vous donner un peu, je dirais, la synthèse des chiffres qui font frémir pour certains. Jérôme s'occupera, lui, des enjeux de Lima, mais surtout avec une perspective parisienne, bien évidemment, pour 2015. Et puis Arnaud planchera sur un sujet qu'il connaît bien, c'est l'Union européenne, bien sûr, et puis les avancées qu'a commis l'Union européenne, en particulier le 24 octobre. Donc la première partie, c'est comment en est-on arrivé là, et surtout, que nous disent les scientifiques. Je vous rappelle que c'est le GIEC qui est à la manœuvre depuis maintenant près de 20 ans, et qui est un syndicat, si j'ose dire, de scientifiques qui finalement rayonne à travers le monde et qui comporte 800 scientifiques, avec des spécialités tout à fait différentes. Il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a évidemment des climatologues, il y a des spécialistes de la banquise, il y a des spécialistes de la biodiversité. Bref, on a un réseau scientifique mondial à nul autre pareil qui commet des rapports au fil de l'eau, et nous en sommes cette année au 5e. Le 5e rapport qui a été rendu il y a quelques semaines et qui dresse, si vous voulez, un inventaire très clair de l'état de la planète, et en particulier, bien sûr, du réchauffement climatique qui nous menace. Je vais faire mon entrée sur 5 chiffres, et puis après je passerai la parole à Jérôme. 5 chiffres qui nous semblent très importants. 95%, c'est mon premier chiffre. 95%, c'est le degré de certitude qui est dans le rapport du GIEC sur, en fait, bien évidemment, le réchauffement climatique qui est dû à l'activité humaine. C'est assez intéressant parce qu'au fil des rapports, ce degré de certitude s'est renforcé. Je vous rappelle simplement que dans l'avant-dernier rapport, qui est celui de 2007, le degré de certitude était de 65-66%. On en est à 95%. Donc en clair, les scientifiques nous disent à 95%, voire même un peu plus, on est sûr que le réchauffement est dû à l'activité humaine. Le deuxième chiffre qui est intéressant, c'est 4,8 degrés. 4,8 degrés, c'est quoi? C'est également la synthèse du GIEC quant à la possible augmentation de la température à la fin du siècle. 4,8 degrés, vous l'avez compris, c'est considérable. Pour vous donner aussi une perspective, lors du dernier rapport du GIEC, c'est-à-dire aussi en 2007, on en était à 4 degrés, mais dans le rapport de 90, on en était à 3. Donc vous voyez 3, 4, 4, 8, la pente est toujours la même, et ça montre évidemment qu'il faut agir. Pour vous donner encore une deuxième perspective, ce qui est assez intéressant, c'est que l'augmentation moyenne de la température lors du dernier siècle, c'est-à-dire le 20e, c'était 0,8 degré, 0,85 degré pour être très précis. Donc 20e siècle, 0,85, 21e siècle, possibilité d'atteindre les 4,8. 4,8, c'est considérable. Pourquoi? Parce que là, ça bouleverserait évidemment bon nombre d'équilibres en matière de sécurité sanitaire, en matière de médecine, en matière je dirais, d'approche sur, même si ce n'est pas complètement encore lié, mais d'approche sur des phénomènes extraordinaires, en particulier des phénomènes climatiques que l'on connaît, qu'on a connus aux États-Unis, qu'on a connus un peu partout sur la planète, montée des océans, bref, vous savez ça, tout ça par cœur. On a un vrai risque, et 4,8, ça poserait vraiment un risque planétaire majeur. Le troisième chiffre qui est intéressant, c'est 98 cm. Il est très précis, donc il ne faut pas le prendre non plus à la lettre. C'est environ 1 mètre. Il pourrait y avoir une évaluation de la température d'1 mètre à la fin du siècle. 1 mètre, c'est considérable. C'est toujours intéressant de se... C'est pas de la température. De la température. De l'augmentation, de l'élévation des océans, pardon. De l'élévation des océans. 1 mètre, c'est considérable. Pour vous donner encore... je dirais quelques explications. 2007, c'était 59 cm, et lors du XXe siècle, c'était 19 cm. Donc vous voyez, le parallélisme des formes entre l'augmentation de la température et l'augmentation de l'élévation des océans, et l'élévation de la température, XXe siècle, 0,8,
peut-être 4,8 pour 2100, la fin du siècle. Niveau des océans, 19 cm au XXe siècle, pratiquement 1 mètre au XXIe. Le quatrième chiffre qui est intéressant, c'est 70%, c'est la recommandation du GIEC sur le fait qu'il faudrait réduire de pratiquement 70% les émissions de CO2 en 2050, donc au mi-terme du siècle, si nous voulons tenir l'objectif, qui est un objectif absolument important, qui sont les 2 degrés. Pourquoi les 2 degrés? Parce qu'on estime que si l'élévation de la température ne se produit que 2 degrés dans le courant du siècle, nous limiterons, passez-moi l'exemple, mais les dégâts, par rapport à 4,8, qui est pratiquement, quasiment 2 fois et demi ce chiffre-là. Et donc, pour ce faire, il nous faudrait pratiquement diminuer les émissions en 2050 de 70%. Pour vous donner un ordre d'exemple, et on a un bon recul, c'est le Kyoto que nous avons suivi avec Jérôme. Le Kyoto avait des ambitions qui étaient modestes. Le Kyoto avait une ambition, c'était de ne pas augmenter les émissions de CO2 de moins de 5%. Kyoto, c'est 97, mise en application en 2005, après le vote du traité. Et pour 2012, c'était moins 5. On essayait de faire moins 5. Le résultat, c'est qu'on a fait plus 34. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'écart entre ce que nous avions mis dans le Kyoto, pour ceux qui étaient les signataires, bien évidemment. Ce n'est pas la plupart des pays, mais malheureusement des 194 des Nations Unies. Mais quand même, il y avait un objectif d'essayer de contraindre et de faire diminuer les émissions de CO2 de moins 5. On a fait plus 34, pendant que l'Union européenne faisait moins 18. Ce qui est intéressant, ce qui permettra à ceux qui me suivent de pouvoir vanter quand même le travail que fait l'Union européenne. Le dernier chiffre que je voudrais commenter avec vous, c'est celui de la moindre croissance, paraît-il, que cela emporterait si nous faisions un plan robuste pour diminuer les émissions de CO2. Vous savez qu'il y a eu quelques polémiques, en particulier chez les économistes, qui ont dit « mais attendez, très bien, si nous suivons l'avis des scientifiques du GIEC, alors on va mettre à mal la croissance internationale, la croissance mondiale, elle n'est déjà pas flambante, donc ça va nous poser un problème ». Eh bien, les économistes, car il y en a de nombreux dans le réseau du GIEC, ont fait des études très très poussées sur ce point-là, et ils estiment que la perte de croissance serait en moyenne de 0,06%. Donc c'est-à-dire quasiment infime. Ce qui veut dire que le jeu en vaut la chandelle, et ce qui veut dire qu'il faut plus se poser de questions et que bien sûr il faut changer de paradigme. Voilà les 5 finalement. Alors il y en a plein d'autres puisque le rapport est très fourni et très riche, mais voilà 5 entrées de synthèse du rapport du GIEC. Dernière chose, et j'en terminerai par là, il nous appartient aussi de tirer un bilan de la Convention de Varsovie de l'année dernière. Bon, la Convention de Varsovie, on y était, c'était une convention d'étape, comme souvent, comme peut-être sera celle de Lima, et on espère que celle de Paris ne sera pas une convention d'étape, mais évidemment une convention de signature d'un accord international. On verra s'il est contraignant, juridiquement contraignant, on verra quel contrôle on pourra y appliquer, mais finalement le bilan de Varsovie n'était pas si mauvais que ça, c'était une conférence d'étape, ce bilan avait à gérer finalement le calendrier de 2015, car le calendrier de 2015 est assez réduit. On a un rétro-planning qui est très très serré, puisque c'est décembre 2015 à Paris. Ça veut dire que les feuilles de route des États doivent être remontées au pire, en mois de mai ou au mois de juin, c'est-à-dire à la fin du premier semestre. Et donc il importait, lors de la COP de Varsovie, de mettre sur pied un calendrier robuste qui tienne les échéances. Donc ça, c'est la première chose. On a parlé du financement également. Il fallait aussi se poser la question du financement. Je ferai juste une ellipse là-dessus. Vous rappelez que le financement, c'était finalement deux, trois petites choses. Le premier, c'était le Fast Start, qu'on a plutôt pas mal réussi. Mais maintenant, c'est le fonds vert. Le fonds vert, je vous rappelle que l'objectif, c'est 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Or, le fonds vert, aujourd'hui, je dirais qu'il est presque au point mort, pas tout à fait. Il est acté, son conseil d'administration est nommé, il est en Corée, il a une présidente. Bref, il est en ordre de marche. Le problème, c'est qu'il faut l'alimenter. Et le fait de l'alimenter, dans les jours qui viennent de s'écouler,
on a eu quelques, je dirais, chiffres intéressants. La France a décidé de mettre 1 milliard, l'Allemagne a suivi. Les États-Unis également embrayent sur notre position, mais je crois que Jérôme en dira un mot sur tous ces chiffres-là. Donc sur le fonds vert, les choses avancent doucement. On est quasiment à 9 à 10 milliards, donc on est un peu loin de l'objectif. C'est 100 quand même. Pour terminer, voilà les avancées récentes. Voilà, je ne parle pas plus longtemps. Je passe peut-être la parole à Jérôme qui va nous parler de l'objectif de Lima et puis bien sûr de celui de Paris.